dans cette journée consacrée aux troubles du spectre de l'autisme et à la question du repérage et du diagnostic. Repérage et diagnostic articulés selon plusieurs lignes d'acteurs. Les connaissances ont pas mal progressé ces derniers temps. Les besoins en connaissances et en formation restent néanmoins importants et les besoins d'articulation tout autant. Pour traiter de l'ensemble de ces problématiques dans l'ensemble des territoires du Grand Est et puis dans l'ensemble des champs sectoriels, sanitaires, soins de ville, champ médico-social, on vous a donc proposé, avec les 3 CRA du Grand Est, cette journée d'études. Voilà, qu'est-ce que j'oublie de dire, consacrée et au secteur enfant et au secteur adulte. Voilà, pour ma part, je m'appelle Thibaut Marmont et je coordonne le CRA Champagne-Ardenne. Et pour ouvrir la journée, on va d'abord faire un focus national avec le groupement national des CRA, dont je remercie infiniment son administratrice, le docteur Sandrine Saunier, de nous avoir fait le plaisir de sa présence. Sandrine, à toi. Merci, merci. Bonjour à tous, j'allais dire bonsoir, c'est pour vous dire que je me suis levée tôt ce matin. Je veux bien mon timer. Eh oui. Ouais. Voilà, il est sous les yeux. Voilà. Sinon, je vais passer la matinée à la tribune et vous n'allez pas entendre vraiment les interventions importantes. Donc, déjà, moi, je remercie les 3 CRA Grand Est de l'organisation de cette journée. Le CRA Lorraine, Champagne-Ardenne, CRA Alsace, toutes leurs équipes qui sont présentes. Vous êtes où, les CRA? Ouh, faites des petits. Voilà, ils sont partout. Donc ça, c'est eux qui vont bavarder pendant toutes les interventions. Et je les remercie vraiment pour l'organisation de cette journée sur une thématique qui est vraiment fondamentale. Fondamentale parce qu'on voit bien qu'au travers de l'évaluation diagnostique, on vient modifier un parcours de soins et on vient aussi percuter un parcours de vie. Et c'est alors, au moment du diagnostic, toute une chaîne collaborative qui se met en place, ou du moins qui devrait se mettre en place. Et ça va être aussi la thématique de ce jour. Donc depuis les premières inquiétudes, au questionnement des parents, questionnement des personnes concernées, des proches, ou même d'un conjoint, jusqu'à la mobilisation des aides pour répondre aux besoins des personnes, le parcours de soins ou d'intervention, je vais faire très large, se transforme souvent en parcours du combattant. C'est encore le cas, même si ça s'est amélioré. Pour améliorer ce parcours, il a fallu entendre et même, je dirais, écouter, entendre les familles par la voix des associations. Je ne sais pas si elles sont là, les assos. Coucou. Il y en a quelques-unes. Ok. Pour que nous, les professionnels, vraiment au sens très large du terme, on puisse mieux répondre et répondre de manière plus coordonnée aux besoins des familles. Et vraiment, je salue les assos pour tout ce qu'elles ont apporté à cette politique de l'autisme et à l'évolution des pratiques. Alors, il y a eu la création des PCO. Vous êtes là, les PCO? Ouais, ils sont en nombre. Hein. Donc, la création des PCO, ça fut vraiment une avancée pour le repérage et la mise en place des premières interventions. Et puis, les CRA, depuis déjà une vingtaine d'années, ont permis le développement des évaluations diagnostiques pour des situations plus complexes. Mais entre ces niveaux, du repérage au diagnostic plus complexe, qui sont assez bien structurés actuellement sur le territoire national. Il y a les acteurs, finalement, les professionnels et les familles qui interviennent au quotidien. Et ces acteurs de ligne 2, c'est vous, tous les autres, j'imagine, ceux qui n'ont pas encore levé la main. Et c'est vous qui êtes vraiment au plus près et vraiment dans la durée, c'est-à-dire c'est au quotidien, dans la durée. Ça va toucher évidemment l'autisme, c'est de l'enfance à l'âge adulte, avec des moments de transition. Donc les CRA ont bien compris qu'une expertise qui leur serait réservée, limitée finalement au seul temps du diagnostic, ça ne suffirait pas à répondre aux besoins de tous, dans tous les moments de leur vie. Ils ont bien compris qu'il fallait soutenir les compétences parentales et transmettre leurs connaissances sur les TSA, d'où le développement de formations que nous on appelle formation proche aidant, qu'on peut appeler aussi éducation thérapeutique, pour les personnes concernées, et même maintenant, on a des programmes de TP pour les parents. Ils ont aussi toujours soutenu la montée en compétences de leurs partenaires, ça c'est vous les partenaires, et pour le parcours de soins ou d'intervention. Ça c'est parce que je mets un peu tout le monde ensemble. Hein. Donc les lignes 2, c'est vous, les pros des ESMS, de l'éducation nationale. Vous êtes là, l'éducation nationale?
parce que des fois, vous n'avez pas le droit de sortir de vos classes. Donc, bon, ok, c'est pas grave. Voilà. Sanitaire, vous êtes là, le sanitaire? Ouais, ils sont venus en nombre. Et médico-social? Waouh! Et les libéraux, parce qu'il y en a aussi. Bravo les libéraux, parce que c'est vraiment important. Donc, vous êtes là. Et vous êtes vraiment dans ce parcours de soins et d'intervention, c'est vraiment important. Donc l'idée, ce n'est pas de réduire le parcours de vie des personnes et des personnes concernées à un parcours de soins dans une institution ou un parcours d'intervention. C'est bien la qualité de vie qu'on vise, hein, même dans nos interventions. C'est qu'à un moment donné, ce serait bien que les personnes puissent s'extraire de toutes ces interventions et puissent vivre leur vie, si possible, avec une bonne qualité de vie. Mais pour que ce soit possible, il y a des moments où il va falloir qu'on intervienne. Alors déjà pour repérer, et ça les PCO ont beaucoup amené, j'en ai déjà parlé, repérer les écarts de développement et les troubles qui s'y rattachent, évaluer et diagnostiquer pour préciser les besoins et pour comprendre, hein, ce n'est pas seulement pour une étiquette pour la MDPH, c'est qu'on a besoin de comprendre et nommer les choses. Ça permet quand même de les comprendre, puisqu'on a quand même des modèles qui se rattachent à nos catégories autour des troubles du spectre de l'autisme, et proposer des interventions nécessaires qui vont rendre possible l'inclusion. Donc l'inclusion, sens très large, dans son acceptation très large. Je ne veux pas redétailler ce concept-là. Donc ligne 1, 2, 3. Ligne 1, repérage. 2, intervention. 3, c'est les lignes de recours pour soutenir en situation complexe. Mais parfois, ça se transforme quand même en 1, 2, 3 soleil. Hop, je me retourne, personne ne bouge. Et ça c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que nos acteurs soient complètement figés. On veut qu'ils puissent s'adapter, être flexibles, pouvoir communiquer entre eux. Donc, les lignes 1, 2, 3, ce n'est pas un jeu facile. Hein, ce n'est pas 1, 2, 3 soleil. Et les personnes concernées vont pouvoir témoigner quand même de ces difficultés pour que ces lignes s'articulent bien et que tous les acteurs soient présents au bon moment, au moment où on a besoin d'elles. Ça, c'est assez complexe. Donc, témoignage des personnes, c'est vraiment important qu'on les écoute parce que c'est avec elles qu'on va pouvoir agir, bien agir, c'est-à-dire correctement, au bon moment et dans des bonnes pratiques. Mais pour être dans les bonnes pratiques, il faut être formé. Ça ne s'invente pas. On peut avoir une connaissance, une compréhension intuitive, une expérience auprès des personnes TSA, mais c'est important de partager nos savoirs expérientiels et nos connaissances. Donc, la formation, le soutien à la pratique, c'est vraiment la mission ressource du CRA. L'idée, ce n'est pas qu'on soit des experts dans notre coin, c'est que vraiment, on soit tous, quelque part, des experts à notre niveau au moment où on intervient auprès de la personne. Donc, c'est ça dont il va être beaucoup question, je pense, aujourd'hui, je l'espère, autour de cette transmission, de cette mission de ressources et comment on peut mieux travailler ensemble. Et le GNCRA, il est là pour soutenir les CRA dans la mise en place de ces grandes missions. Et je vais vous présenter un peu comment on fonctionne, comment on travaille avec l'ensemble de nos CRA, si ça vous va, puisqu'il me reste quelques minutes. C'est bon? OK. Donc on rediscutera de tous ces points, bien sûr, aujourd'hui, hein, puisque vous êtes là, très nombreux, et vous vous êtes repérés maintenant avec vos petites mains levées. Alors, les CRA, c'est 27 CRA sur tous les territoires, et là, vous avez de la chance, dans votre territoire Grand Est, vous avez 3 super CRA. Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Donc ça, c'est vraiment une chance pour vous. 3 CRA très dynamiques qui arrivent à travailler ensemble. Et ça, c'est aussi une grande qualité de leur part. Donc, le groupement national des CRA, c'est 27 CRA qui travaillent ensemble et qui ont essayé de trouver des outils pour s'entraider et s'améliorer les uns les autres. C'est-à-dire que la pratique qu'on a envers vous, envers les lignes 2, les fameuses lignes 2, hein, vous vous reconnaîtrez, de transmettre nos compétences, et les CRA, ils l'expérimentent déjà entre eux, avec plus ou moins de succès, mais ça marche pas mal. Donc, l'idée, c'est vraiment d'outiller, appuyer, animer, collaborer, aussi d'informer, de diffuser les connaissances entre nous, mais aussi pour un public beaucoup plus large. Nos publics cibles, c'est nos CRA, mais c'est vraiment toujours travailler avec les personnes autistes, pour les personnes autistes, et on ne fait jamais rien sans elles. Je dirais que dans tous nos groupes de travail, maintenant, il y a un représentant, soit associatif, de famille ou de personnes concernées, pour vraiment nous aider à bien cibler notre réponse et qu'elle soit ajustée, et pas simplement un truc qui répondrait à notre fonctionnement institutionnel.
Donc, grand public aussi, on veut sensibiliser parce que si on vise l'inclusion, il faut qu'un maximum de personnes comprennent un peu les différences et particularités de fonctionnement des TSA. Donc, on a un site internet, n'hésitez pas à aller le voir, il y a pas mal de plaquettes, de brochures qu'on peut télécharger, qui peuvent aider, des webinaires, des événements, par exemple comme aujourd'hui, enfin, ce n'est pas le GNCRA qui a organisé, mais c'est les CRA dans leur ensemble. La formation, on a des plateformes aussi pour que les parents puissent se former. Les professionnels, je vous encourage largement à aller voir quels sont les programmes de formation qu'on propose aux parents en ligne. Et vous pouvez aussi les utiliser comme médiation pour travailler avec les parents et que vous accompagnez. Voilà, donc pas mal de missions. Et bien sûr, pour porter ces missions, on s'est organisé avec conseil des usagers, des conseils de pros, voilà, pour essayer de créer une dynamique où ce ne serait pas simplement des responsables de CRA qui travaillent ensemble, mais vraiment les professionnels des CRA. Et puis, on participe à pas mal d'instances de la stratégie nationale TND. Voilà, on est dans des comités de pilotage, on travaille aussi avec des référents autistes de l'ARS, qui parlera juste après moi. Et puis, on est présent au Conseil national pour les TND, prochainement. Voilà, on va y être, c'est quand même pas mal qu'on y soit. Alors, il y a une nouvelle stratégie nationale. Il y avait eu premier plan, deuxième plan, troisième plan, stratégie 1, deuxième stratégie, enfin bref. Les choses avancent quand même, hein, mais ce n'est pas évident d'avoir un impact national sur tous les territoires de l'évolution des pratiques et de l'organisation de toutes nos institutions. Alors, stratégie nationale avec des engagements. Bon, on peut tous se retrouver dans le terme d'engagement, parce que d'ailleurs, si vous êtes là, c'est clairement vous êtes engagés. Et si vous êtes des pros qui travaillent auprès des personnes TSA, c'est certain, je ne doute absolument pas de votre engagement. Mais bon, ce qui est bien, c'est que le gouvernement aussi s'engage, donc on se sent moins seul. Donc, amplifier la dynamique de recherche. Nous, on est très impliqués, les CRA, sur avancer l'âge du repérage et des diagnostics, intensifier les interventions précoces. Donc, intervention précoce, honnêtement, c'est à tout âge de la vie, c'est-à-dire que quand on repère une personne TSA, même si elle a 30 ans, on va essayer de ne pas trop traîner avant d'intervenir, parce que ça ne sert pas à grand-chose de repérer, ça sert quand même, hein, repérer et diagnostiquer si derrière on ne propose pas un certain type d'intervention. Donc, dans intervention précoce, je pense qu'il faut voir intervention au plus près des besoins de la personne quand elle en a besoin. Adapter la scolarité, ça c'est vraiment un point très important. On sait que l'école c'est un enjeu pour tous les enfants et aussi pour les personnes TSA. Et faciliter la vie des personnes. Je crois que c'est vraiment l'engagement 6. Je dirais que toutes ces actions permettront de répondre à l'engagement 6, de faciliter la vie des personnes, des familles et faire connaître les TND dans la société. Je ne détaille pas, ça c'est des choses que vous reverrez tout au long peut-être de l'année dans la déclinaison des différentes mesures. Alors, sur les enjeux relatifs à la structuration du diagnostic, vous avez repéré que des fois, c'est pas si simple. Il y en a qui repèrent, mais ils ne savent pas où adresser. Ils adressent, mais il n'y a plus de pros parce que tout le monde est débordé. Et puis, comment on accède à ce fameux niveau 3 de recours qui a l'air si génial parce qu'il propose des super évaluations, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça? Donc, il y a un énorme travail de repérage et de structuration. Et puis, il y a l'enjeu aussi sur les TND, c'est-à-dire qu'on n'est pas souvent que TSA, hein, on a souvent d'autres troubles du neurodéveloppement associés. Et puis, il y a des troubles du neurodéveloppement, on pourrait se demander, tiens, c'est du TSA, c'est un TDAH, c'est un peu les deux. Il y a des problématiques psychiatriques qui viennent se greffer sur ces troubles-là. Donc, tout ça complexifie les choses et nécessite encore une meilleure articulation des acteurs. Et ça, cette structuration-là, il va falloir qu'on y travaille et les CRA vont être vraiment aux premières lignes de cette structuration. Mais jamais tout seul, hein. Donc, les priorités d'action, bien sûr, la formation, encore et toujours la formation, pour qu'on ait des référentiels communs, pour qu'on s'accorde et pour qu'il y ait moins de discours divergents qui perdent vraiment les familles quand chaque professionnel a son propre discours sans tenir compte finalement d'un référentiel commun. Un référentiel qui est amené à évoluer avec l'état des connaissances. Youps, il me reste 2 minutes, mais c'est parfait. Les programmes d'ETP, j'en ai parlé. Un certificat national d'intervention en autisme qui permet une formation de qualité avec des intervenants qui sont vraiment à jour des connaissances sur l'autisme et puis des modalités pédagogiques et de stage qui permettent d'avoir une montée en compétences et pas simplement une accumulation de connaissances.
Voilà, et ce parcours de repérage et de diagnostic qui, on le sait, dans repérage diagnostic, il y a ce qui se passe avant, il y a ce qui se passe après. Et c'est vrai que dans ce chaînage et cette transmission de savoir, on a encore d'énormes progrès à faire, même si ça se structure. Mais ça ne se structure pas tout seul. Hein. On a vraiment un énorme besoin de fluidifier la place des acteurs et que chacun sache bien ce qu'il peut apporter et à quel moment. Alors, une des grandes missions qui va se développer dans les mois qui viennent, ça va être le repérage et le diagnostic des enfants. OK, et ben voilà, ça va être le repérage des enfants, mais pas que, aussi des adultes. Donc on va poursuivre le repérage et le diagnostic des adultes dans les établissements médico-sociaux et dans le sanitaire. Et puis on va lancer le repérage des plus de 12 ans qui sont en ITEP, qui sont dans certains IME, qui sont en MEX, pour que vraiment ces enfants qui ont eu des problèmes de développement, mais qui ont pu passer à travers, je dirais, les mailles du filet, du diagnostic, ou qui peuvent mettre en difficulté les professionnels dans leur accompagnement, pour repérer les TND qui peuvent peut-être les gêner, eux, dans leur avancée, dans leur parcours de vie. Donc, repérer, diagnostiquer ces enfants, parce qu'on le sait, on n'a pas toujours été très bon dans nos diagnostics quand ils étaient plus petits. Et surtout quand il y a des parcours complexes, des parcours de vie complexes, notamment les enfants qui sont dans l'aide sociale à l'enfance, c'est beaucoup plus difficile de penser TND, alors qu'on devrait toujours penser TND quand on voit un enfant en difficulté sociale et familiale. Voilà, bon, ça, on ne va pas le détailler aujourd'hui, mais sachez que ça va être un des enjeux importants de notre stratégie. Et j'ai terminé. Hop, eh ben oui, c'était la dernière diapo. Donc, merci en tout cas de votre présence et de votre engagement. Merci. Merci à toi, Sandrine. Donc, Sandrine Saunier, administratrice du groupement national des centres ressources autisme. On va passer de la focale nationale à la focale régionale, et donc j'appelle Agnès Gerbeau, directrice de l'autonomie de l'Agence régionale de santé, à me rejoindre sur le plateau. Bienvenue, Madame Gerbeau. Merci. Alors, focale régionale, minute institutionnelle. Moi, je veux pas tout. Ça me stresse. Voilà, minute institutionnelle, enfin minute 15, 10-15 minutes institutionnelles incontournables. Bonjour à tous, Madame l'administratrice et Madame la directrice générale du GNCRA, Mesdames et Messieurs les professionnels des CRA de première, de deuxième ligne, Mesdames et Messieurs les personnes, les familles, tous concernés en vos différents lieux d'activité, d'action et de vie. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui à l'ouverture de votre journée d'études. Je vous présente les excuses de Madame Quéré qui a été prise par d'autres engagements et m'a demandé de la représenter auprès de vous. Je suis très contente de voir l'affluence aujourd'hui dans la salle pour cette journée autour des troubles du spectre de l'autisme et du rôle que chacun, et notamment les acteurs dits de deuxième ligne, a dans les questions du repérage et du diagnostic. Ce que je vais vous dire va faire écho à ce qui vient de vous être présenté à plusieurs égards. Car effectivement, chacun a bien un rôle, y compris les autorités de santé que je représente aujourd'hui. Au-delà du discours institutionnel, quand on parle de TND, on ne parle pas des autres, on parle de soi et de ses proches. Aujourd'hui, je pense à toutes les personnes concernées, à toutes les familles mobilisées, à tous les professionnels engagés, je pense aussi à certains de mes proches. Cette journée d'études est importante et elle entre en résonance avec 3 idées forces que je souhaite évoquer aujourd'hui devant vous en matière de troubles du spectre de l'autisme et plus largement de troubles du neurodéveloppement. Nous sommes dotés d'un cadre de réflexion et d'action ambitieux, en prolongement duquel nous partageons un intérêt à agir incontestable qui nous amène à agir de manière structurée et volontariste. Alors, nous sommes dotés d'un cadre de réflexion et d'action ambitieux dont la base est le constat que vous connaissez tous, le constat que le sujet du repérage et du diagnostic précoce en matière de TSA et plus généralement de TND représente un enjeu majeur de santé publique. 1 à 2% de la population française vit avec un trouble du spectre de l'autisme, 1 personne sur 6 est concernée par un TND, tout TND confondu, et plus de 50% des TND n'en ont pas qu'un, vivent avec un second TND, voire
avec d'autres maladies type épilepsie ou troubles anxieux ou dépression. Et donc nous sommes face à un enjeu de santé publique que nous prolongeons dans notre mobilisation. À cet égard, vous l'avez dit Madame, depuis plusieurs années, des politiques publiques ont été définies, 3 plans autisme successifs entre 2005 et 2017, la stratégie nationale autisme au sein des TND entre 2018 et 2023, et puis depuis fin de l'année dernière, une nouvelle stratégie pluriannuelle sur les troubles du neurodéveloppement. Pour une ARS, tout ceci est aujourd'hui bien intégré et nous nous mobilisons résolument. Nous avons effectivement des référents TND au sein de l'agence qui sont à temps plein ou quasi sur le sujet. En Grand Est, nous nous employons à décliner les engagements de la stratégie nationale, notamment sur le sujet du repérage et du diagnostic TND, dont TSA, en tenant compte des réalités territoriales et des contraintes qui sont nombreuses. Le schéma régional de santé de l'ARS Grand Est que nous avons révisé en novembre dernier intègre les enjeux du diagnostic et de l'intervention précoce, mais aussi les enjeux de l'adaptation de l'écosystème de la santé pour permettre, dans une logique d'autodétermination, à chaque personne concernée de décider de son parcours de vie de la manière qui lui convient, compte tenu de ses aspirations, de ses difficultés, de ses opportunités. Et c'est notre responsabilité et notre honneur collectif que d'essayer de soutenir ces choix. Donc, cadre d'action, de réflexion d'action ambitieux. Pourquoi ? Parce que nous partageons un intérêt à agir incontestable. Au-delà des chiffres qui démontrent l'enjeu en termes de santé publique, cela a été dit précédemment, les personnes, les familles le disent, pour prendre les bonnes décisions, pour avancer, il faut savoir. Or, ces personnes, ces familles témoignent encore en grand nombre du fait que concernant l'ensemble des TND, en particulier les troubles du spectre de l'autisme, le parcours est difficile, le diagnostic trop tardif. Des améliorations notables ont été obtenues ces dernières années grâce à la mobilisation de tous. Merci pour cela. Mais nous savons aussi qu'en France aujourd'hui, le diagnostic de troubles du spectre de l'autisme reste posé en moyenne dans une tranche d'âge de 4 à 6 ans. C'est une moyenne, on a parlé des adultes et j'y reviendrai. Alors que les experts s'accordent sur un diagnostic possible dès l'âge de 18 mois à 2 ans. Ce diagnostic participe aux grandes dames des familles et des professionnels, à ce que certaines interventions soient retardées, voire inadaptées. Or, nous le savons, les interventions précoces et adaptées dès la suspicion d'un TND sont majeures afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques et de limiter le surhandicap. Ces 2 idées forces, cadre d'action ambitieux, intérêt à agir incontestable, font donc écho avec votre programme de la matinée autour de l'intérêt du diagnostic et des manières de repérer, dépister, diagnostiquer aux différents âges de la vie. Je serai plus longue sur la 3e idée force. Nous avons un cadre ambitieux, un intérêt à agir, et donc nous essayons de nous mobiliser de manière structurée et volontariste en accompagnant les professionnels, les familles, les structures qui constituent ensemble les premières, 2e, 3e lignes dans les différentes directions nécessaires. Ces directions, c'est bien de concentrer de l'énergie sur l'intensification du repérage et du diagnostic, de travailler sur tout ce qui permet que les différents acteurs interviennent en pleine et entière maîtrise de leurs compétences et aussi en pleine et entière articulation. On sait que l'accompagnement du parcours, cela a également été dit, nécessite une forte structuration, de la fluidité, que chaque acteur, qu'il soit du droit commun, du droit spécialisé, qu'il soit en expertise, soit mobilisé et articulé avec les autres. On le sait, quand on regarde les situations complexes, voire les situations critiques, qu'il peut arriver que ces manques d'articulation ou ces articulations perfectibles génèrent aussi une majoration des conséquences des troubles. Donc il faut regarder cela. Nous devons regarder ensemble les difficultés en face et trouver les leviers pour les dépasser avec un renforcement des interactions, notamment entre le secteur de la psychiatrie et le secteur médico-social. Et puis, nous devons soutenir tout ce qui permet aux personnes et à leurs familles d'accéder aux pratiques professionnelles les plus scientifiquement éprouvées, étayées par les enseignements les plus récents et la connaissance issue de la recherche. L'exigence de la montée en compétences des professionnels, que portent les professionnels eux-mêmes, doit aussi être notre boussole pour que les pratiques soient conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, pour que la qualité des diagnostics, des interventions et des accompagnements soit garantie pour toutes les personnes concernées, en toutes circonstances et en tout point du territoire. Une action donc structurée et volontariste, à propos de laquelle j'aimerais insister sur 3 points.
Bien sûr, la place des 3 CRA de la région Grand Est, acteurs clés du diagnostic des TSA, est soumis, je le sais, à des exigences très fortes en termes d'accélération des délais d'accès au diagnostic qui challenge les organisations et en termes de positionnement conforté en tant qu'expert et animateur des territoires dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme auprès de l'ensemble des acteurs concernés par les diagnostics et l'accompagnement. Nos 3 CRA sont dynamiques, je vois des représentants, et je les en remercie. C'est sur le terreau de ce dynamisme que ces dernières années, les moyens ont été renforcés dans les CRA. À ce jour, chaque CRA procède une équipe diagnostic enfant et une équipe diagnostic adulte articulée, coordonnée entre elles. Nous avons également soutenu le déploiement depuis 2020 de la démarche initiée par le groupement national et à l'époque la délégation interministérielle autisme au sein des troubles du neurodéveloppement qui vise à réduire les délais d'accès au diagnostic. Nous l'avons fait par l'amélioration des organisations internes, nous, les CRA l'ont fait, la mobilisation de task force temporaires et la mise en place de référents deuxième ligne dans chaque CRA qui permettent de soutenir les acteurs de deuxième ligne dans leur activité. Je m'arrête un instant sur ces référents de deuxième ligne pour vous dire clairement que nous, ARS, nous avons de fortes attentes sur la mission de ces référents de deuxième ligne qui sont le maillon qui permet, dans notre esprit, de mettre de l'huile dans les rouages au bénéfice des personnes concernées, individuellement et collectivement. Nos attentes sont bien en termes d'accompagnement de la montée en compétences des professionnels, notamment autour de cas cliniques précis qui nécessitent un étayage dans la prise en main des outils, le recueil des besoins, la réalisation des évaluations. Mais nous avons également des attentes en termes d'animation du réseau des professionnels de deuxième ligne, qu'ils exercent à titre libéral ou en structure, et donc des attentes d'actions très concrètes au service des équipes et des professionnels des territoires. Enfin, sur ces CRA, nous avons pu déployer à compter de la fin 2021 la mesure de la stratégie nationale TSA-TND reprise dans la stratégie nationale TND, de repérage des adultes TSA, vous y faisiez référence, non diagnostiqués, pris en charge en psychiatrie hospitalière ou accompagnés en établissements médico-sociaux non spécialisés. Je voudrais vous dire la fierté que j'ai de voir dans cette région que les 3 CRA se sont mobilisés pour porter cette mesure. On est là sur les enjeux de savoir pour agir, d'adapter les interventions, de qualité de vie des personnes accompagnées et des professionnels qui les accompagnent au travail. Il s'agit d'un chantier emblématique, légitimement attendu par les familles, qui interroge, bouscule les pratiques et les organisations. Donc merci à ceux d'entre vous qui se sont mobilisés sur le sujet, aux 3 CRA qui ont constitué ensemble l'équipe support régionale, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont 180 professionnels de toutes les catégories qui ont été formés, 32% des établissements médico-sociaux cibles et 40% des centres hospitaliers spécialisés qui sont engagés dans la démarche. Après les CRA, j'insiste ensuite sur le rôle majeur des premières et deuxièmes lignes avec lesquelles nous avançons sur l'efficience des interventions afin de répondre toujours mieux à la demande. Je les remercie également. Les acteurs des premières lignes sont les premiers maillons de la chaîne, ceux qui vont agir les premiers, recueillir la première parole, engager les premières démarches nécessaires. Il est donc de notre devoir de soutenir leur action et de la conforter. Entre la première et la troisième ligne se situe le maillon intermédiaire, celui des deuxièmes lignes. Comme tout maillon intermédiaire, il est essentiel pour bien jouer son rôle qu'il soit connu, identifié, soutenu, d'où l'intérêt de la journée d'aujourd'hui, centrée notamment sur le rôle de ces acteurs. À cet égard, je reprends la mise en visibilité qui vous a été faite à l'instant sur la mise en place des plateformes de coordination et d'orientation pour enfants TND de 0 à 6 ans. Dispositif complexe, novateur, engageant, qui a vocation à permettre, dès le repérage, l'organisation d'un parcours de bilan et d'intervention précoce sécurisé, conforme à l'état des connaissances et des pratiques, lisible et sans reste à charge pour les familles. C'est là encore une grande satisfaction que je vous partage. Dans notre région de 10 départements, nous avons 10 PCO, une par département, opérationnels. Et au 1er janvier 2024, ce sont près de 4600 enfants qui ont pu être repérés et adressés à une PCO. La perspective est bien de poursuivre cette dynamique pour avancer encore l'âge de repérage et de diagnostic, intensifier les parcours de bilan et d'intervention conformes aux meilleurs standards de qualité. Je souhaite également citer le déploiement qui va bientôt commencer de PCO pour les 7 à 12 ans. Des projets sont en cours d'examen et à cet égard avec l'objectif d'installation dès l'automne de 4 premières PCO 7-12 ans dans notre région.
Les PCO, c'est quoi? C'est du partenariat, de la coordination, de l'engagement collectif, enjeu majeur qui nous rassemble tous aujourd'hui. Je voudrais enfin évoquer au titre de la deuxième ligne le renforcement quantitatif et qualitatif des CAMS et des CMPP, renforcement qui est pour le moment insuffisant, qui doit se poursuivre et s'amplifier, notamment dans la perspective du service de repérage et d'intervention précoce tout handicap, annoncé dans le cadre de la Conférence nationale du handicap et sanctuarisé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, si je ne me fais pas erreur. 14, donc dans ce renforcement, vous signalez que nous avons 14 équipes pluridisciplinaires de diagnostic autisme pérennisées dans les CAMS, dans l'objectif également d'une meilleure articulation entre les équipes sanitaires et médico-sociales en charge du diagnostic. Mais c'est pourquoi également nous portons attention à la mobilisation des CAMS et CMPP sur l'évolution de leurs pratiques et travaillons actuellement sur un renfort financier, non seulement dans une logique d'adaptation de l'offre territoriale, mais aussi, car les besoins sont extrêmement importants, mais aussi d'amélioration qualitative, encore une fois, au regard des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Ces éléments relatifs à la place et à l'articulation des CRA et des acteurs de première ligne et de seconde ligne font écho au programme de votre après-midi de travail. Enfin, dernier élément avant de conclure, je voulais souligner que nous avons la chance de disposer, même s'il ne nous est pas dédié, dans notre région, du centre d'excellence StrassND à Strasbourg. En 2020, 5 centres d'excellence TND ont été labellisés au niveau national pour accélérer la recherche scientifique et diffuser les bonnes pratiques. Leurs missions viennent d'être renforcées dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale afin d'intensifier l'animation de la communauté scientifique et de faire de la science le socle des formations. Leur périmètre est national et international avec des champs d'action spécifiques pour chaque centre. En ce qui concerne le centre StrassND, il rassemble une trentaine d'équipes de recherche et services cliniques, plus de 60 cliniciens et chercheurs, d'un large éventail d'expertise et de disciplines, mobilisés autour des axes de l'éducation, de la formation-recherche et de l'innovation et du soin. La proximité géographique de ce centre est un atout pour notre région, car elle peut faciliter la diffusion des recommandations, des connaissances scientifiques et faciliter les échanges et interactions entre les différentes communautés, chercheurs, cliniciens, professionnels, familles, personnes concernées. Nous aurons donc certainement l'occasion de revenir vers vous pour tirer parti ensemble de cette richesse dans les mois ou années à venir. En conclusion, je me réjouis à nouveau de votre nombreuse mobilisation. Je vous remercie de votre engagement à tous, et individuellement et collectif. Je le redis, le diagnostic est une étape clé dans le parcours des personnes concernées et de leurs familles. Il est la porte qui mène à la construction des accompagnements sur mesure pour ces enfants et adultes aux besoins très spécifiques, hors normes pour reprendre une référence bien connue. Il est bien de notre responsabilité collective d'agir avec volontarisme pour mettre fin à la désespérance de nombreuses personnes autistes ou porteuses d'autres troubles du neurodéveloppement ou handicap, et de leurs familles, mais aussi de mettre en évidence les fantastiques espoirs de progrès et d'insertion pour ces personnes, diagnostiquées tôt, le plus tôt possible et accompagnées selon leurs besoins. Nous souhaitons donc avec vous conforter les dynamiques à l'œuvre et les inscrire dans la durée. Je remercie les organisateurs de cette journée, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.